le départ même d'un investisseur, c'est de se poser ces trois questions essentielles qui sont l'objectif de placement. Pourquoi est-ce que je veux constituer un portefeuille et je veux placer? Deuxièmement, c'est quel est mon horizon de placement, c'est-à-dire la durée sur laquelle je veux placer. Et troisièmement, quel est mon profil de risque? Bonjour à tous, ravi de vous revoir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler d'investissement, comment bien démarrer et surtout éviter les erreurs courantes. Et pour ça j'ai deux illustres invités, Didier Merle et Alexandre Lacroux de Strategia Wealth Management. Je ne me trompe pas? Parfait, c'est ça, ouais. Donc merci d'être avec nous ce soir et vous êtes donc expert en gestion de patrimoine. Peut-être que rapidement, Didier, tu peux nous décrire rapidement Strategia? Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir nous présenter et d'échanger sur ce sujet qui pour nous est passionnant. J'espère que pour ceux qui vont nous écouter, ce sera aussi passionnant. Alors, Strategia est une société de gestion de portefeuille indépendante. Quand je dis indépendante, c'est qu'on n'appartient à aucune banque ou à aucun institutionnel. Strategia est une société de gestion qui a été fondée il y a un peu plus de 5 ans. Peut-être rapidement, je vais vous donner un petit peu mon parcours et qu'est-ce qui nous a amené à la création de Strategia. J'ai tout au long de ma carrière travaillé dans l'investissement, dans la banque et l'investissement, dans le wealth management. J'ai commencé à Paris dans quelques banques de gestion, dans quelques sociétés de gestion de patrimoine. Donc essentiellement dans une filiale de la MCB au départ, et puis à la Dresdner Bank, une banque allemande, où j'ai fait de la gestion de patrimoine, de la gestion de portefeuille. Et puis rapidement, j'ai bougé dans une autre banque, une banque française, la banque transatlantique, qui est spécialisée dans la gestion de fortune, avant de rentrer à Maurice. Alors à Maurice, mon parcours professionnel a continué aussi vers la gestion. J'ai commencé à Maurice dans une filiale du groupe Rogers, une société de gestion dont j'étais le directeur général, SIM Asset Management. Et puis j'ai rejoint la MCB. Donc j'ai fait un bon parcours à la MCB. J'ai fait un peu plus de 10 ans à la MCB où j'étais responsable de la banque privée. Et aussi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place au sein de la MCB Private Banking le wealth management, toute la partie gestion, investissement pour le compte de nos clients. Et par la suite, il y a un peu plus de 5 ans, j'ai décidé de lancer ma propre boîte qui est devenue aujourd'hui Strategia. Donc, Strategia aujourd'hui gère environ 450 millions de dollars pour des clients locaux, internationaux, et on investit sur les marchés mauriciens et sur les marchés internationaux. Nous sommes une quinzaine dans la société de gestion et nous avons aussi une filiale associée qui s'appelle Friday Capital, qui est dédiée dans tout ce qui est le private equity, la gestion en fonds de private equity, la sélection de fonds de private equity. Et Alexandre, qui est là, fait partie de l'équipe d'investissement de Strategia. Il est dédié dans le wealth management, la gestion de portefeuille. Il s'occupe de cette cellule d'investissement dans laquelle nous avons 5 spécialistes. Excellent. Merci. Joli parcours. Alors, le but de ce podcast, c'était vraiment de pouvoir aider tous ceux qui cherchent à commencer à investir, à justement franchir le cap et surtout d'être bien conseillé depuis le départ et en essayant de répondre pendant ce podcast à différentes questions. C'est comment on commence, avec quel capital on peut commencer et surtout de donner des conseils concrets aujourd'hui pour aider tous ceux qui veulent investir intelligemment et ceux aussi qui sont beaucoup plus expérimentés, aguerris dans l'investissement, comment on va les aider à mieux investir, en tout cas en 2025. Donc, Didier, première question, comment on débute dans l'investissement et comment on débute son parcours d'investisseur en fait? Alors, les bases essentielles avant d'investir, je dirais quels seraient les premiers réflexes avant de se lancer dans l'investissement? Alors, ça, c'est la première question, la question de base. Le départ même d'un investisseur, c'est de se poser ces trois questions essentielles qui sont l'objectif de placement. Quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que je veux constituer un portefeuille et je veux placer? Deuxièmement, c'est quel est mon horizon de placement, c'est-à-dire la durée sur laquelle je veux placer. Et troisièmement, quel est mon profil de risque? Alors, l'objectif, il peut avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'est de commencer à se constituer un patrimoine, donc de bâtir un portefeuille financier, un portefeuille boursier ou un patrimoine plus diversifié que seulement les actifs financiers.
Le deuxième objectif, ça peut être de compléter des revenus, d'avoir un complément de revenus par rapport aux revenus existants déjà. Ça peut aussi être un placement d'attente en attendant un projet dans lequel je vais investir. Par exemple, j'ai un projet immobilier dans lequel je vais investir dans 1 an ou dans 2 ans. J'ai des fonds qui sont là, qui sont disponibles, ou une partie des fonds. Qu'est-ce que je fais? Je laisse sur un compte courant, je place. C'est aussi un objectif de placement, c'est aussi un horizon de temps qui est un horizon qui est peut-être plus court. Et puis, il y a aussi comme objectif la transmission. La transmission de patrimoine, la succession, de préparer la succession. Deuxièmement, au niveau de l'horizon, plus l'horizon est court, bien évidemment, moins ça va nous donner des opportunités d'investissement. Plus on devra rester sur des actifs qui sont quand même beaucoup plus sécurisés, moins volatiles, et plus l'horizon est long, plus on peut se permettre d'investir sur des actifs plus dynamiques, avec des rendements plus importants, mais aussi plus volatiles, avec des périodes parfois qui vont être très performantes et d'autres, à contrario, beaucoup moins performantes ou même parfois négatives. Et en fin de compte, le troisième critère qui est important, qui va venir déterminer le profil réel du portefeuille que j'aurai, c'est mon profil de risque. Alors le profil de risque est bien évidemment lié aux 2 premiers critères, mon horizon d'investissement et mes objectifs, mais c'est aussi lié à d'autres critères comme mon âge. Si par exemple j'ai un horizon d'investissement qui est assez long, mais que je suis déjà à la retraite depuis un certain temps, je ne vais peut-être pas investir de la même manière que si j'ai 25 ans et que je décide de commencer à constituer un portefeuille. Et selon toi, à partir de quand on se fait accompagner finalement par un professionnel? Comment on démarre? Il faut bien démarrer avec quelqu'un, il faut bien être conseillé. Mais aujourd'hui, tous les conseillers en patrimoine, ils commencent avec, je suppose, avec un certain montant d'investissement. Alors, quelle est la bonne formule pour ceux qui commencent? Bon, il n'y a pas de formule, qui va les conseiller? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Cela dépend, comme j'ai dit, de l'objectif, de l'horizon d'investissement. Cela dépend du montant. Cela dépend de quel est. Par exemple, si je veux faire un placement d'attente en attendant d'investir dans de l'immobilier et que j'ai un horizon d'investissement de 1 an, de 2 ans, que je vais placer sur du monétaire ou sur un placement de fixed income assez court, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un gestionnaire qui va me coûter de l'argent et va venir pas forcément apporter une valeur ajoutée beaucoup plus importante que les actifs que j'ai à ma disposition dans l'immédiat. Donc, le besoin de se faire accompagner d'un gestionnaire, c'est en fonction du montant qu'on aura, essentiellement, de la complexité qu'on aura besoin. Mais c'est vrai aussi qu'un jeune investisseur qui commence, qui débute, c'est pas plus mal aussi de se faire accompagner parce que ça permet d'éviter quand même certaines erreurs que des jeunes investisseurs, parfois, malheureusement, n'arrivent pas à éviter. Ouais. Et ils se sont juste renseignés sur YouTube, sur TikTok, sur différentes plateformes. Et puis ils rentrent dans des effets de mode. Ils rentrent dans des effets de mode. Bon, comme son nom l'indique, tout ce qui est mode passe de mode. Donc, on a bien vu la bulle d'Internet en l'an 2000. Alexandre était encore trop jeune pour se rappeler de tout ça. Moi, je me rappelle, j'étais gestionnaire à Paris, donc c'était un effet de mode. La bourse caracolait tous les jours avec des performances extraordinaires, mais cet effet de mode a passé. Les subprimes, c'était la même chose. Il y avait un effet de mode aussi sur certains types d'actifs. Donc, l'effet de mode est quelque chose à éviter, évidemment. Ouais. Alors, un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai un ami de 25 ans qui a un budget de 500 000 roupies. On parle de roupies, on est là à Maurice. Voire 1 million de roupies. Comment il démarre? Il cherche à investir, il cherche à placer son argent parce qu'il n'a pas envie de juste laisser ça en banque sur son compte courant. Il a envie de le placer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il investit seul? Est-ce qu'il mutualise son investissement et regroupe plusieurs copains et ensemble, ils sont un petit peu plus puissants financièrement et ils investissent? Ou bien c'est mieux d'aller seul? Est-ce que... Peut-être qu'on en parlera plus tard aussi de l'implication des banques, mais est-ce que dans ces cas-là, ça vaut le coup, avec 500 000 ou 1 million, peut-être d'approcher une banque pour investir plus? Et comment les banques perçoivent ce primo-accédant? Ok, un large sujet, oui. Mais un sujet qui est de plus en plus à la mode, comme tu l'as dit, c'est vrai. Les gens reviennent sur les marchés financiers. On l'a remarqué depuis le Covid, depuis 2020. Les gens sont de plus en plus intéressés à l'investissement boursier. Beaucoup d'investisseurs ont déserté les marchés financiers après la crise de 2008, en fait. Ce mouvement
de grosses baisses des marchés, en fait, beaucoup de gens ont été mal accompagnés à ces moments-là. Ils ont perdu beaucoup d'argent et en fait, ont vu la bourse comme un casino. Sauf que la bourse est une des façons de valoriser son patrimoine ou de répondre à des problématiques d'objectifs, de rendement, etc. à court terme. Et donc, c'est un outil pour y arriver. Et aujourd'hui, ces outils, en fait, sont énormément démocratisés. La finance est démocratisée. Il y a de plus en plus de contenu éducatif pour se former sur qu'est-ce qu'un profil de risque, comment constituer un portefeuille. Les produits financiers même se sont démocratisés aujourd'hui pour un investisseur, comme tu le dis, de 500 000 roupies. À l'époque, il était compliqué d'avoir une diversification, comme l'a mentionné Didier, assez importante. Le risque était de se concentrer rapidement sur quelques titres financiers, etc. Aujourd'hui, en quelques clics, on a accès à un panel de produits d'investissement, comme des ETF. Ce sont des produits qui traquent la performance des indices boursiers aujourd'hui. Donc, on peut avec 100 $, 5 000 roupies, 10 000 roupies, être investi sur les 500 plus grosses sociétés américaines. On peut également aujourd'hui se constituer un portefeuille obligataire assez important pour répondre à des problématiques de revenus. Aujourd'hui, les Américains ont même rendu l'accessibilité aux obligations encore plus simple. On peut, avec 1 000 $ avoir accès à des obligations en direct. Donc, on voit que le marché, les marchés financiers offrent à l'investisseur privé aujourd'hui une multitude de produits pour pouvoir investir sans négliger la diversification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être multiclasse d'actifs, actions, obligations, un petit peu de matières premières. La seule classe d'actifs aujourd'hui qui va être non accessible pour par des clients privés avec des montants de 500 000, 1 million d'euros, 1 million de roupies, pardon, c'est plutôt la classe alternative. C'est tout ce qui est private asset. Private equity, la dette privée, ce genre de choses, c'est des classes d'actifs qui étaient à l'époque réservées aux institutionnels principalement, aux fonds de pension européens, américains, qui aujourd'hui se démocratisent de plus en plus, mais qui restent encore pas accessibles à des montants assez faibles. D'accord. Très bien. Donc, c'est possible de se lancer dedans dans l'investissement sous différentes classes d'actifs, avec 500 000, avec 1 million. C'est peut-être presque plus facile dans l'immobilier, à Maurice, si je ne me trompe pas. Peut-être pas avec 500 000 ou 1 million de roupies. Mais avec 1 million, si on commence dans des appartements, allons dire, entrée de gamme, puisqu'aujourd'hui, on trouve quand même des studios dans les 5 millions de roupies ou 5,5 millions de roupies ou des 2 pièces dans les 6 millions, on peut quand même, avec 1 million, qui est quand même un apport... avec certaines banques, bien sûr, dépendant, et on en reparlera tout à l'heure, des revenus. Alors, ça peut être des solutions. Donc, dans l'immobilier, bien sûr, les différents modes d'acquisition, on achète dans du terrain, on achète dans de la vente sur plan, donc de l'appartement, ou bien on investit dans des biens plus petits, des une chambre ou des 2 chambres qui seront idéalement remis en location ensuite sur le marché touristique. En ce qui concerne les produits financiers, quelles sont un petit peu les différentes classes d'actifs, juste pour nous expliquer. Tu parlais de tout ce qui est monétaire. Juste décris-nous rapidement les différentes classes d'actifs pour bien comprendre là où on peut investir. Oui, pour bien comprendre l'investissement, il faut déjà commencer à comprendre dans l'investissement quelles sont les classes d'actifs. Voilà. Et l'immobilier fait partie de ces classes d'actifs. Tout à fait. Donc, je vais partir du plus défensif, du plus court terme, potentiellement plus court terme, plus défensif, jusqu'au plus dynamique, plus risqué et potentiellement l'investissement de plus long terme aussi. Donc, plus défensif, moins de risques. Exactement. Moins de rendement. En général, moins de rendement. Allez. Moins de rendement. Moins de volatilité en tous les cas. Donc, le plus défensif, c'est le monétaire. C'est un compte bancaire, un compte courant. Bon, un compte courant, ça vous rapporte 0. En rendement réel, c'est négatif puisqu'il y a l'inflation. Donc, chaque fois que vous ne placez pas votre argent, vous perdez votre argent se déprécie. Et puis, dans les placements, je dirais, bancaires, monétaires, on a aussi le savings. À Maurice, en ce moment, le savings est autour de 3% par an. Donc, c'est des rendements qui ne sont pas très élevés. Et puis, nous avons des dépôts à terme, des dépôts qui permettent de fixer sur une certaine durée. Donc, ça va grosso modo en roupies de 1,5% si la durée est courte, jusqu'à plus que 3%, 3,5%, 4%. Ça dépend de la durée. Et puis, ça dépend des banques aussi. Donc, ça, c'est la partie monétaire, la moins risquée et la partie qui est quelque part la plus disponible.
qui a un gros avantage, c'est que si demain j'ai besoin de mon argent, sauf si j'ai bloqué sur un dépôt qui est plus long, je peux avoir la disponibilité de mon patrimoine, de mes actifs assez rapidement. Et puis, il y a les placements un petit peu plus long terme, enfin plus long terme, mais un petit peu plus risqués, je dirais. Donc, ce sont les obligations. Les obligations, c'est exactement comme placer de l'argent à la banque, donc c'est prêter de l'argent à la banque quand on place à la banque. Acheter des obligations, c'est prêter de l'argent à l'État, à un État ou à une entreprise. Donc ce sont des obligations, c'est une dette que l'État ou les entreprises émettent. Alors le rendement est bien sûr un peu meilleur, parce que si le rendement est le même, je préfère garder ça en savings à la banque. Donc pour attirer les investisseurs, ils proposent des rendements qui sont supérieurs, des durées qui en général parfois peuvent être plus longues. Le rendement va dépendre de l'émetteur, de la qualité de l'émetteur. Est-ce que l'émetteur est un émetteur un peu risqué, donc il a besoin d'attirer des investisseurs avec un taux d'intérêt qui est plus fort? Ou alors, est-ce que l'émetteur est un émetteur de très très bonne signature, de très bonne catégorie? Donc dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'émettre un premium pour pouvoir attirer des investisseurs. Et bien sûr, le rendement va dépendre aussi de la durée. Après le monétaire et l'obligataire, je classerai en termes de rendement risque, je mettrai l'immobilier. L'immobilier est un peu un placement un peu intermédiaire entre le fixed income, donc les obligations, et un placement action, parce qu'on investit dans un actif réel. Donc l'immobilier, son avantage, c'est le rendement locatif. Alors, tu as parlé de l'immobilier, tu as parlé essentiellement jusqu'à présent là, de l'immobilier résidentiel, mais il y a aussi l'immobilier de bureau, l'immobilier industriel. Il y a beaucoup de formes d'immobilier. C'est clair que pour les investisseurs individuels, l'immobilier le plus accessible, c'est l'immobilier résidentiel. Déjà, investir dans sa propre maison, c'est l'investissement dans un patrimoine. On constitue son patrimoine. Donc, le rendement va dépendre du type d'immobilier, de l'emplacement, de beaucoup de critères que tu connais, que tu maîtrises bien mieux que nous. Donc, l'immobilier a toute sa part dans le patrimoine et dans le portefeuille global, le patrimoine d'un investisseur. Et puis, nous arrivons vers les classes d'actifs beaucoup plus risquées, plus volatiles, donc les classes d'actifs actions. Donc des actions, que ce soit sur la bourse locale, sur les bourses internationales, listées, cotées en bourse, avec une liquidité plus ou moins importante. Bon, on voit bien que sur le marché mauricien, il y a certains titres qui sont cotés et qui n'ont pas beaucoup de liquidité, surtout sur le second marché, sur le DEM, sur les marchés. Qu'est-ce que tu veux dire qui n'a pas beaucoup de liquidité? Alors, pas beaucoup de liquidité, c'est que quand j'ai besoin d'acheter, je ne trouve pas forcément des titres à acheter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges sur la bourse. Et quand je veux vendre, et c'est là le risque, c'est que est-ce que je vais trouver preneur au prix du marché pour la quantité que je veux vendre? Donc, s'il y a peu de volume sur la bourse, la liquidité est faible et donc je me retrouve dans des difficultés pour acquérir les actifs comme plus grave, pour les céder. Chez les bourses internationales, les grands centres financiers, en général, les liquidités sont beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est les actions. Et puis, on vient, Alexandre l'a précisé à l'instant, sur des actifs alternatifs. Donc les alternatifs, je vais catégoriser dedans un petit peu aussi la partie des matières premières, donc de l'or, du pétrole, des métaux en règle générale, qui sont des actifs qui ne donnent pas de rendement, qui ne rapportent pas de revenus, mais permet de diversifier le patrimoine. Très important dans un portefeuille d'avoir cette diversification, parce qu'ils sont décorrélés des autres actifs, actions, obligations et autres. C'est un actif sur lequel on investit pour jouer une performance dans le temps. Ou alors, pour pouvoir investir dans des périodes inflationnistes, parfois c'est bon de pouvoir diversifier sur ce genre d'actifs. Dans l'alternatif, on retrouve aussi tous les fonds de gestion alternatifs et puis tout ce qui est privé. Alexandre l'a précisé, la dette privée, le private debt, donc c'est comme des obligations, mais ce n'est pas listé en bourse, ce sont avec des entreprises privées. Et puis le private equity, c'est d'investir dans le capital des entreprises privées. Donc voilà un petit peu la panoplie des différentes classes d'actifs avec du plus court terme en général, quoique même les obligations peuvent être sur des très très longs termes, mais du plus défensif, du moins volatile jusqu'au plus agressif et du plus volatile avec forcément une espérance de rentabilité et de rendement bien supérieure. Et Alexandre, aujourd'hui, si je veux investir dans les matières premières, je vais où? Je fais comment? Je veux acheter de l'or. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. On peut directement aller acheter de l'or en petits lingots ou acheter un bijou. En fait, tout simplement, un bijou va refléter le prix de l'or. Exactement.
de manière peut-être pas aussi rapide qu'un produit financier l'aurait fait, mais vous protégera et vous exposera à la hausse de l'or. Et aujourd'hui, il existe de plus en plus de produits financiers qui vous exposent à l'or principalement. Un point qui est très important, c'est que là, on achète, comme dans l'immobilier, de la pierre papier ou de l'or papier. Donc, il faut vérifier que votre produit financier soit calé et baqué par de l'or physique. C'est-à-dire que la variation de votre investissement reflète la vraie variation du prix de l'or. Donc ça existe. Il y a des ETF, la même chose que pour les marchés actions-obligations, qui reflètent la variation des prix de l'or. Et donc les banques qui émettent ce type d'ETF achètent de l'or et les gardent dans leurs réserves. Donc il y a des grands acteurs internationaux comme BlackRock qui a ce type de produit. Mais on a également un produit qui est listé à la Bourse de Maurice qui reflète le prix de l'or. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut investir à Maurice dans des classes d'actifs qui sont backed avec de l'or. Exact. Parce que tout simplement, à Maurice, on a accès à travers les gestionnaires, à travers les banques, aux marchés internationaux, qui sont aujourd'hui ouverts et accessibles pour les investisseurs mauriciens. Et donc, sur les marchés internationaux, comme Alexandre l'a dit, on a des ETF sur tous les types d'actifs plus ou moins qu'on peut imaginer. Donc, ce sont comme des fonds d'investissement qui traquent exactement le cours du sous-jacent. Là, le sous-jacent étant l'or. Et si l'or monte de 2%, l'ETF monte de 2%. Les frais sont très faibles, la liquidité est extrêmement bonne, le volume est très fort, donc très facile de rentrer, très facile de sortir, très peu de frais de gestion, pas de frais à l'entrée, à la sortie, ou très peu. Et baqué par l'actif physique en sous-jacent, c'est une des meilleures façons de pouvoir s'exposer sur des matières premières, par exemple. Ouais. Alors, une des classes d'actifs dont tu as parlé et qui est un petit peu mon expertise aussi, c'est l'immobilier. Mais je sais que tu as été banquier pendant pas mal de temps et ton expérience est bien valable justement dans tout ce qui est investissement immobilier. Alors, je crois que c'est important d'aider un petit peu tous ceux qui nous suivent, qui veulent commencer à investir dans l'immobilier. C'est bien sûr de choisir déjà le bon type de bien. Alors, tu as mentionné, c'est vrai que souvent on a le réflexe de commencer dans le résidentiel, mais c'est vrai qu'à Maurice, il y a énormément, et dans le monde entier, il y a énormément d'opportunités d'investissement dans de l'immobilier commercial. Donc, ça peut être de bureaux, qui en général génèrent des rendements d'ailleurs beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants. On peut facilement atteindre du 6, du 7, du 10, du 12, voire plus % de rendement par an sur du bien de bureau, sur des propriétés de bureau, contrairement au résidentiel qui en général offre entre 2 et 6%, allons dire 6%, on est bien logé si on a du 6% en résidentiel, sauf si maintenant le résidentiel devient du résidentiel locatif sur le marché du tourisme, puisque à Maurice, on a la chance d'avoir un marché touristique qui est très actif. Et donc, il y a quand même pas mal de résidences qui offrent un très bon rendement locatif sur le marché court terme. Alors, bien sûr, là, ça va demander de très bien gérer son bien immobilier, c'est-à-dire qu'il faudra bien sûr bien le lister là où il faut sur les bonnes plateformes, bien le gérer au niveau des entrées et des sorties des clients. S'assurer qu'on suit son client et qu'on s'occupe de lui pendant qu'il est là et qu'on répond à toutes ses doléances d'une bonne manière pour qu'il puisse rate la propriété comme il faut, et ce qui vous apportera ensuite, bien sûr, encore plus d'intérêt de la part de clients touristes qui viendront séjourner à Maurice pendant une courte durée. Ensuite, ce qui est important quand on veut acheter de l'immobilier, c'est d'être accompagné par des professionnels, puisque on veut bien acheter et les professionnels sont là. Ils sont supposés pouvoir vraiment conseiller les acheteurs comme il faut, c'est-à-dire où est-ce que ça vaut le coup d'acheter, puisque quand on considère l'investissement immobilier, on considère d'abord l'appréciation du bien dans le temps, puisque ça fait partie de notre patrimoine. Alors, si on veut faire grossir notre patrimoine, on va investir dans un bien qui va apprécier en valeur. Donc, il faut acheter au bon endroit, au juste prix depuis le départ, ou bien acheter quelque chose qui peut être une bonne affaire et le rénover. Et des petites rénovations, finalement, apportent beaucoup de valeur à un bien. On a vu que d'acheter un bien qui est un petit peu désuet et qu'on change, par exemple, la cuisine, on change les salles de bain,
et on remeuble l'appartement avec des meubles beaucoup plus modernes sans avoir à investir beaucoup d'argent, mais avec des nouveaux meubles, ça change tout dans la propriété et finalement, tout à coup, on peut espérer beaucoup plus de rendement. Alors ça c'est vrai, excuse-moi je te coupe, mais ça c'est contraire. très vrai, surtout dans le résidentiel. Ouais. Alors c'est vrai aussi dans l'immobilier industriel, l'immobilier commercial, de bureaux, etc. C'est aussi vrai dans le bureau, mais je dirais que le résidentiel, c'est vraiment un investissement financier, mais c'est aussi un investissement coup de cœur. Ouais. Donc, que ce soit quand l'acheteur va venir, il va être très sensible à ces ajustements dont tu viens de préciser. Dans l'immobilier de bureau, c'est vraiment beaucoup plus un produit financier. Celui qui va acheter et investir dans l'immobilier de bureau, il va regarder le rendement. Le rendement et la sustainability des revenus. Exactement. Peu importe où ça se trouve, peu importe comment il est configuré, s'il considère que les revenus sont sustainable et que le rendement est bon, ben, la valeur de l'immobilier va prendre de la valeur. Exactement. Dans le résidentiel, il y a le coup de cœur qui vient jouer. Je ne dis pas que ce n'est pas important aussi, les critères de rendement mais le coup de cœur joue un point important. Tout à fait. Et puis un autre avantage, je dirais, de l'investissement dans l'investissement de propriété de bureau, de biens office, c'est qu'en général, il y a quand même moins de complications dans la gestion des locataires, puisque quand on loue un bureau, on aura à faire face à moins de problématiques, allons dire, du bien par rapport à un bien résidentiel, puisque là, il y a énormément de choses qui peuvent, être réparées, être maintenues dans un appartement, contrairement à un bureau où, c'est très facile à gérer. On offre un produit à un client qui vit dans cet environnement. Donc forcément, les contraintes, les problématiques sont plus importantes. Oui. Évidemment. Alors, quel que soit le bien qu'on achète, que ce soit bureau, commercial ou résidentiel, il faut tenir compte bien sûr des charges qu'on va payer mensuellement. Donc, quels sont les frais de syndic éventuels à payer tous les mois? Est-ce que les frais de syndic sont élevés ou pas? Ça va être très important puisque c'est ça qui va impacter sur le rendement finalement de la propriété qu'on achète. Et encore une fois, je crois que c'est toujours important d'investir dans des propriétés et dans des biens où, quelque part, il y a une possibilité d'exit, finalement, est-ce qu'il est liquide ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir le vendre facilement ou pas? C'est pour ça que c'est très important de bien acheter au bon prix et dans le bon endroit. On dit toujours location. Oui, emplacement. Mais tu as dit exit, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les investissements. Dès qu'on rentre dans un investissement, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux en sortir? Ouais. Donc voilà. Alors bon, les biens immobiliers, je pense aujourd'hui font toujours partie pour l'ensemble des Mauriciens de la grosse part de leur patrimoine. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, plus le résidentiel que les autres. Et c'est vraiment un actif très important qui fait partie du patrimoine financier. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment l'ADN du Mauricien. Ouais. C'est d'acquérir un bien immobilier le plus tôt possible. Ouais. Et je crois que c'est très bien. C'est l'engouement pour la terre, pour la pierre, qui fait que le marché immobilier mauricien est un marché qui est resté très solide dans le temps, qui n'a vu que de l'appréciation, même si dans certains cas, peut-être certaines régions, on voit certaines valeurs peut-être qui peuvent baisser un petit peu, mais dans le temps, l'immobilier mauricien n'a fait que apprécier. Et c'est quand même une valeur c'est la raison pour laquelle c'est une valeur sûre. C'est un investissement en général qui est très fiable et la raison pour laquelle beaucoup de Mauriciens et d'étrangers choisissent d'investir dans l'immobilier mauricien. Alors un petit point, excuse-moi, dernier point sur l'immobilier. Le fait qu'en l'île Maurice, on n'a pas une disponibilité de biens immobiliers, de terre, de surface de terre. On est dans un pays avec un peu ce qu'on dit un scarcity of land, donc il n'y a pas un accès illimité à la terre à Maurice. Forcément, c'est ça qui maintient ce marché immobilier et qui fait que l'immobilier est attractif. Donc dès le départ, on souhaite acquérir l'immobilier. Moi, j'ai vu des clients qui achetaient des biens immobiliers et qui en achetaient 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs biens immobiliers. Et dans le temps, ils ont raison parce que ces biens s'apprécient, ces biens se louent, les loyers augmentent au fur et à mesure. Ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que c'est un bien où les rendements vont suivre l'inflation. Plus l'inflation va augmenter, plus les loyers vont augmenter. Dans le temps, les loyers augmentent d'année en année. Donc, c'est vraiment un hedge, très bon hedge contre l'inflation. Par contre, l'inconvénient,
c'est que quand on est un investisseur qui commence à avoir beaucoup de biens immobiliers, il faut commencer à s'occuper à gérer ces biens immobiliers. Et j'ai vu des investisseurs qui, à un moment donné, arrivent à la retraite, ils me disaient, mais je peux plus, j'ai trop de biens immobiliers, ça me demande trop de temps, c'est trop technique. Alors, soit ils le donnent à gérer un spécialiste en gestion, soit ils commencent à se défaire de leurs biens immobiliers. Exactement. Alors, dernier point sur l'achat immobilier, c'est bien sûr de choisir si on va acheter en nom propre ou à travers une SPV, un Special Purpose Vehicle. Ça peut être une société civile, ça peut être une compagnie limitée, comme on dit ici à Maurice, si en général c'est une activité un petit peu plus commerciale, un peu plus qui offre du rendement. Il y a aussi le choix parfois de mettre ses biens immobiliers sous un trust. Tout ça, nous avons traité ça dans un podcast précédent que j'espère que vous avez suivi avec le notaire Alvin Douarka. En tout cas, n'hésitez pas à le chercher. Alors, pour les investisseurs un petit peu plus aguerris, on va monter un petit peu en gamme. Donc, pour tous ceux qui sont déjà expérimentés dans l'investissement, je crois que c'est là un petit peu votre savoir-faire. C'est de vous occuper de ceux qui ont plus de fonds, qui ont plus d'expérience, et qui maintenant vous choisissent ou choisissent justement des gestionnaires de patrimoine. Alors, à Maurice, dans quelle direction on part? Si on a beaucoup plus de moyens, on investit sur la bourse locale, on investit sur la bourse internationale. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités, des fonds d'investissement? Enfin, est-ce que vous pouvez essayer de Alexandre ou Didier nous dégrossir un petit peu ça et nous expliquer dans quelle direction on part quand on a un petit peu plus de moyens? Très clair. Comme on l'a mentionné au début du podcast, aujourd'hui, la plupart des classes d'actifs sont disponibles pour tous les investisseurs, local et international. L'avantage d'avoir un patrimoine plus conséquent, c'est qu'on va pouvoir aller encore un peu plus loin, je veux dire, dans la diversification et dans des marchés un peu plus de niche. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire principalement nous donner accès à la classe d'actifs alternatifs, aux actifs non cotés. Premier point. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que c'est classe d'actifs alternatifs. La classe d'actifs alternatifs, c'est des produits financiers ou des fonds d'investissement dont la performance est décorrélée de l'évolution des classes d'actifs traditionnelles, comme les actions et les obligations. D'accord. Le but étant de se dire que quand l'économie va bien ou pas bien, mon produit financier s'apprécie quand même selon sa stratégie, mais n'est pas soumis à l'impact d'un changement économique majeur ou de la baisse des marchés financiers. Donc c'est ça la classe alternative, comme l'or, le pétrole ou les actifs privés, les actifs réels non cotés. Donc ça, c'est une des classes d'actifs qui est un peu plus accessible au patrimoine plus conséquent. Le deuxième point qui est important, dit patrimoine plus conséquent, dit qu'on peut aller un peu plus loin dans la granularité, dans le sur-mesure. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a de plus en plus de produits d'investissement qui sont disponibles pour n'importe quel investisseur. Néanmoins, aujourd'hui, on a tellement de produits sur l'étagère qu'on a besoin d'être accompagné pour choisir le bon produit qui va matcher le mieux son profil de risque. Et là, le gérant de patrimoine ou le gérant de fonds, gérant de portefeuille, va être un vrai bras droit dans la sélection et dans la sélection de ces produits financiers, de ces fonds d'investissement. Quand on a un patrimoine financier un peu plus important, on peut commencer à avoir des convictions de gestion un peu plus importantes. Au lieu d'investir dans un fonds action international, on peut se dire, moi j'ai une conviction, je préfère tel secteur, je ne souhaite pas être investi dans tel secteur, au contraire j'ai des convictions. Et en fait, d'avoir un patrimoine plus important, avec son gérant, on va pouvoir construire un portefeuille sur mesure. Donc ça, c'est un premier point, c'est avoir plus de sur-mesure avec une taille de portefeuille un peu plus conséquente. Donc que ce soit action, que ce soit obligataire, on va pouvoir faire ce genre de choses et avoir une classe d'actifs qui est un peu plus diversifiée. Assurance vie, c'est une option qui est choisie à Maurice. Je sais que c'est assez... il y a pas mal de gens qui investissent dans les assurances vie comme un placement à l'étranger. À Maurice, comment ça se passe? Moi, j'ai travaillé avant de rejoindre Maurice, j'ai travaillé 10 ans en France. Oui. Et l'assurance vie française et luxembourgeoise était une enveloppe extrême. En fait, finalement, l'enveloppe la plus utilisée pour les investisseurs. Pourquoi? Parce que l'environnement fiscal était très important, la problématique fiscale était très importante en France. À Maurice, la politique fiscale est telle que les intérêts et les plus-values ne sont pas taxés. Du moins, les intérêts et les plus-values locaux générés sur la bourse locale
Et tout ce qui est généré à l'étranger n'est pas taxé, seulement les intérêts. Ok. Ce qui fait que l'avantage de l'assurance vie, qui est de capitaliser la plus-value à l'intérieur d'une enveloppe qui ne sera taxée qu'à la sortie, perd son intérêt à Maurice. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la succession. L'avantage successoral de l'assurance vie française et luxembourgeoise pour des étrangers, qui à Maurice est beaucoup plus facilité. Et donc, Il n'y a pas de droit de succession, donc à Maurice, la question ne se pose pas. Au fait, l'assurance vie, ce n'est pas un placement. L'assurance vie, c'est une structure, c'est un SPV, c'est une coquille. Et puis, dans l'assurance vie, dans un contrat d'assurance vie, on met des actifs financiers. Donc, on utilise l'assurance vie Comme une structure patrimoniale dans laquelle on va venir mettre ses actifs financiers, de façon à ce que ce soit transmis de la meilleure façon possible fiscalement et que ça ne nous coûte pas non plus des taxes sur les plus-values, les rendements et tout. À Maurice, ces avantages n'ont pas lieu d'être parce que la fiscalité est totalement différente à l'île Maurice. Donc on n'a pas réellement de contrat d'assurance vie à l'île Maurice. le gros avantage, c'est que ça enlève un niveau de frais. C'est ça qui est Oui. important. C'est qu'aujourd'hui, l'investisseur, en fait, confie son argent qui est géré par un gestionnaire. Et puis après, il y a des frais d'enveloppe, l'assurance vie principalement. Aujourd'hui, quand on enlève cette enveloppe, finalement, eh ben, on réduit les frais. Donc, c'est-à-dire que pour l'investisseur mauricien, malgré le fait qu'il puisse être loin des centres financiers internationaux, mais il a quand même des avantages non négligeables. Ok. On va parler gestion des risques et optimisation fiscale. Donc déjà, quelles stratégies permettent de minimiser l'impact fiscal quand on investit dans les différentes classes d'actifs que vous maîtrisez si bien? Est-ce que finalement, il y a un impact fiscal qu'on peut minimiser? Bon, à part l'immobilier, où il y a une fiscalité sur l'immobilier, sur les transactions immobilières. Heureusement qu'il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values. Non. Il n'y a pas de taxe sur la taxe foncière, comme dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais voilà. Donc, il y a quand même des frais qu'on appelle les frais de mutation, donc des transfer tax, des registration duty à Maurice sur les transactions immobilières. Ouais. Mais sur le monétaire, l'argent placé à la banque, il n'y en a pas. Sur les obligations, quand elles sont cotées en bourse, il n'y a pas d'imposition. Quand les obligations sont privées, ne sont pas cotées, oui. Les coupons qui sont payés sont taxables. Sur la bourse, les plus-values ne sont pas taxables. Il n'y a pas d'imposition sur la succession. Donc, au niveau fiscalité, je dirais que on n'a pas besoin d'être vraiment très inventif pour pouvoir être performant à Maurice en investissement. La fiscalité n'est pas le premier critère. En France, en Europe, la fiscalité est souvent, malheureusement, le premier critère. On prend parfois des mauvaises décisions de gestion pour pouvoir régler des problèmes de taxation et des problèmes de fiscalité. À l'île Maurice, on prend la décision de gestion et puis, par moment, s'il y a certains actifs qui sont taxables, bon, c'est pas bien méchant, je pense que tout le monde doit payer un peu de taxes, donc c'est pas un critère important. C'est pas un critère, et si on veut aller à fond aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est principalement les intérêts qui sont taxés à Maurice, des intérêts générés par des produits financiers, des obligations internationales, non listées à la Bourse de Maurice. Oui. On peut, à travers des fonds d'investissement, des mutual funds, des ETF, en fait, utiliser des fonds dont les intérêts sont capitalisés dans le véhicule. Ce qui fait que les intérêts ne sont pas distribués. C'est ça. Et On les recapitalise. On les recapitalise. C'est automatiquement capitalisé. Et finalement, c'est que lorsqu'il y a une cession départ, en fait, l'investisseur récupère du capital. C'est là qu'on cash-in. Et à ce moment-là, c'est considéré comme une plus-value et non un intérêt. Voilà. Très bien. Alors, quelle serait la répartition idéale d'un portefeuille? Là, on parle de gestion des risques. La répartition idéale d'un portefeuille, bien sûr que c'est selon le profil d'investisseur. Tu vas nous en parler un petit peu. Et Alexandre, tu commenteras. Mais tu peux nous en dire plus un petit peu comment on répartit entre tu as un peu répondu répondu à la question. Il n'y a pas de vraies règles. Ça dépend des premiers critères que j'ai dit. C'est l'horizon d'investissement, l'objectif principal de l'investisseur et son profil de risque. Donc, en fonction de ça, il aura un portefeuille qui va être plus ou moins défensif ou plus ou moins agressif. Grosso modo, même s'il y a certains gestionnaires ou certaines banques qui ont plusieurs catégories de profils de portefeuille à proposer à leurs clients, grosso modo, il y a 3 profils. Il y a un profil défensif, équilibré et dynamique. Alors, défensif, on va prendre le moins de risques possible. On va aller plutôt vers des placements monétaires, obligataires, des placements défensifs. Je dirais que
Grosso modo, on va avoir 70% sur ce qu'on appelle du fixed income, monétaire, obligataire, et 30% sur des placements un peu plus risqués, type action, avec peut-être un petit pourcentage sur des commodities, sur des matières premières. Un portefeuille balancé, il va être équilibré entre 50 et 50. Et un portefeuille plus agressif, un portefeuille dynamique, il va mettre une proportion beaucoup plus importante sur les actions, sur l'alternatif, sur des commodities et un peu moins sur du fixed income, sur des obligations, sur du monétaire. Mais tout cela dépend aussi non seulement de la taille du portefeuille qu'on peut avoir, évidemment, de l'âge de l'investisseur, de son horizon d'investissement et de son profil de risque. Il y a peut-être des investisseurs qui sont jeunes, mais ils ont une aversion au risque. Et je ne le recommande pas de placer sur des placements très dynamiques. Parce que même s'ils ont une bonne surface financière, ils sont jeunes, ils ont un horizon d'investissement qui est très long. Si les marchés baissent de 15 ou baissent de 20%, ils vont paniquer, ils vont vendre, peut-être au plus mauvais moment, ils vont réaliser un mauvais investissement. Donc le tempérament, le profil intrinsèque de l'investisseur, son aversion au risque était aussi important pour pouvoir choisir dans quel profil de portefeuille je vais m'orienter. Mais le plus important dans tout ça, c'est de diversifier son portefeuille. De ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de diversifier, d'essayer d'avoir le plus d'actifs différents. Alors c'est plus facile quand on a un patrimoine et un portefeuille plus important. Alors, pour ceux qui choisissent de mettre une partie de leur patrimoine ou de leur investissement dans de la crypto? Alors, la crypto, oui. C'est un actif alternatif, finalement. C'est un actif qui a pour but d'être décorrélé, en fait, des actifs traditionnels. Alors, néanmoins, on remarque, c'est un actif qui reste très corrélé au risque, en fait. Ouais. Donc finalement, quand les investisseurs ont un appétit pour le risque, c'est un actif qui monte énormément. Et quand il y a un désamour pour le risque sur des périodes, c'est un actif qui souffre. Donc il finit quelque part par être un petit peu corrélé à certains actifs plus traditionnels, des Exact. corps actifs. C'est ça. Donc la crypto, comme actif de diversification, peut faire du sens selon le profil de risque du client. Après, ça a encore à faire ses preuves à long terme par rapport à l'idée même de la crypto, qui est un sujet assez vaste, qu'on pourra peut-être aborder sur un autre podcast. Parce qu'on a quand même vu des gros groupes investir gros dans la crypto, forcément dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum, mais dans des... Mais tout est une question de dosage. Ouais. Si j'ai un gros patrimoine, un gros portefeuille, et que je me dis je vais diversifier, mettre 1% ou 2% sur la crypto, les 1% ou 2%, si demain la crypto n'existe plus, les 1% ou 2% ne vont pas changer fondamentalement le profil de mon investissement. Mais par contre, si l'investissement sous-jacent est multiplié par 2 ou par 3, ça peut venir tilter la performance. Donc tout est une question de dosage. Maurice, si on veut investir dans la crypto, on fait son propre chemin ou est-ce qu'il y a des gestionnaires qui peuvent nous assister, nous aider? Alors, je ne sais pas s'il y a des gestionnaires qui peuvent nous assister à gérer un portefeuille de crypto. Peut-être qu'il y en a. Moi, je ne les connais pas. Moi, je ne gère pas de portefeuille de crypto. J'achète de la crypto pour des clients qui le veulent bien, des clients qui me le demandent. Mais nous, on l'achète à travers des ETF. Donc, on passe tout simplement par les banques, en banque dépositaire, en custody, les banques locales mauriciennes, et on achète un actif financier comme un fonds d'investissement avec un code ISIN qui est listé sur les plateformes internationales, et on achète un actif qui est déposé à la banque dans les banques mauriciennes, un ETF, tout simplement, et qui est liquide. On l'achète à tout moment dans la journée et on le revend à tout moment dans la journée. Mais autrement, je n'ai jamais investi autrement que sous cette façon-là dans la crypto-monnaie. Alors, un sujet important quand on parle d'investissement, c'est à quel moment on fait intervenir les banques. Et donc, comment est-ce qu'on utilise la banque comme intelligemment pour faire un effet de levier, c'est-à-dire pour pouvoir acheter un bien ou investir dans des actifs qui sont au-dessus de ce qu'on détient comme capital de départ, jusqu'à où s'endetter de manière raisonnable. Tu as été banquier, tu connais bien ce sujet, tu as assisté énormément de jeunes et moins jeunes à se lancer et à utiliser les banques en fait justement pour investir. Quels conseils pour utiliser la banque comme il faut, sans prendre trop de risques? Quelles sont un petit peu les proportions que les banques considèrent pour prêter par rapport à l'investissement, par rapport au salaire ou aux revenus? Peut-être si tu peux nous dégrossir tout ce sujet-là.
Alors, grosso modo, pour résumer, pour simplifier, la banque va regarder 2 critères, essentiellement. La garantie et la capacité de remboursement. Quel que soit l'actif qui est financé, elle va regarder est-ce que la garantie de cet actif est suffisante pour pouvoir prêter. Là, forcément, si je mets un portefeuille action en garantie et que je lui demande de me prêter 100% de cette valeur, la banque ne me prêtera pas 100%. Parce qu'un portefeuille action est volatile, donc le lendemain, il peut perdre 5, 10, il peut avoir une crise demain, il perd 15 ou 20% en quelques séances ou sur une très courte période. Bah, si la banque a prêté 100%, elle est déjà sous garantie. Donc la banque ne va jamais prêter 100%. La banque doit garder quand même un buffer, une zone quand même, une marge de sécurité entre le montant qu'elle va prêter et l'actif qu'elle va prendre en garantie. Alors de prendre l'actif financier, un portefeuille en garantie, c'est ce qu'on appelle un crédit lombard. Donc c'est de faire un effet de levier pour réinvestir dans le portefeuille. Ça se fait, beaucoup d'investisseurs le font. Moi, je ne recommande pas à un premier investisseur, un jeune investisseur, de prendre un effet de levier. D'ailleurs, je ne sais pas si la banque va être très enclin à prêter un premier investisseur sur un effet de levier, à faire un lombard. Ça dépend aussi du montant. Par contre, pour des gros patrimoines, de faire un effet de levier provisoirement, pas de façon permanente, et de pouvoir saisir des opportunités sur des périodes où, par exemple, les marchés sont à des niveaux très attractifs, ça peut avoir du sens. Donc, oui, les banques vont prêter, elles vont regarder donc la garantie, et puis la capacité de remboursement. La capacité de remboursement, ce n'est pas seulement l'actif qu'elle a pris en garantie, ce n'est pas simplement l'actif qui a été acheté avec ce crédit qui a été fait par la banque, mais c'est aussi, et je dirais surtout, les actifs, les revenus récurrents que celui qui a emprunté génère. Par exemple, son salaire. Si je suis salarié dans une entreprise et que j'ai un revenu récurrent qui me permet de rembourser de façon sereine et sans mettre un stress sur mon train de vie, l'intérêt et le capital que j'ai emprunté, la banque va me prêter. La banque, elle ne va pas aller forcément plus loin que ça. Et en proportion Alors, des revenus? En proportion, ça dépend des revenus. Des revenus, je dirais que ça dépend des revenus. Si c'est des très très hauts revenus, la banque peut prêter jusqu'à 50%. Que le remboursement, le service de la dette peut représenter 50% de ses revenus. Évidemment, si j'ai un revenu je vais exagérer, de 1 million de roupies par mois, je peux mobiliser 500 000 roupies pour rembourser. Il me restera toujours 500 000 roupies pour vivre. Bon, ça dépend des personnes, mais en général, 500 000 roupies, c'est quand même une belle somme. Mais maintenant, si j'ai un revenu qui est beaucoup plus faible, si j'ai 20 000 roupies par mois, de rembourser 10 000 roupies sur un emprunt et qu'il me reste que 10 000 roupies à vivre, ça va être quand même beaucoup plus délicat. Donc, grosso modo, c'est 40 à 50%. D'accord. Et puis, le montant qui est prêté par rapport à la garantie, en général, disons dans l'immobilier, c'est 70%. Dans certains cas, la banque peut aller au-delà parce qu'il y a une surpartie financière qui est très importante. Et puis, la banque va regarder aussi le track record du client. Si le client a déjà emprunté, le client a toujours remboursé rubis sur ongle, ça va être beaucoup plus facile. Si le client a déjà eu un incident de remboursement ou de paiement, forcément, ça va être un red flag dans le dossier du client. Il y a plusieurs critères, mais pour résumer, les 2 principaux critères, c'est garantie et capacité de remboursement. Et sur un portefeuille, oui, on peut emprunter, faire du lombard, mais pour un premier investisseur, un jeune qui commence, je le déconseillerais de faire d'un effet de levier. Premièrement, il peut se tromper. L'effet de levier se transforme en effet de massue si les marchés baissent, parce que autant ça peut démultiplier la performance, ça peut démultiplier aussi les pertes, ça peut aller très vite, et de commencer sur une mauvaise expérience, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'un premier investisseur, il y a non seulement la constitution du patrimoine, du portefeuille, la rentabilité, mais il y a aussi d'apprendre, de commencer à se familiariser. Et si on commence à apprendre sur un échec, ça sert comme leçon, mais c'est pas idéal non plus. La mention de crédit que tu fais, c'est un point qui est important parce que les jeunes investisseurs veulent aller vite. Ils pensent que la bourse, c'est le casino et qu'on peut s'enrichir très rapidement. En fait, les règles de la bourse principales, c'est les intérêts composés. On appelle ça chez nous la 8e merveille du monde. Les intérêts, des intérêts, des intérêts. Et donc, en fait, au début, quand on commence à investir, on a souvent un capital restreint et on souhaite potentiellement faire un crédit, comme tu le mentionnes, pour aller un peu plus vite en disant j'emprunte et j'irai un peu plus vite. La problématique, c'est que le crédit coûte de l'argent et les placements financiers n'ont pas de rendement garanti. Et donc, potentiellement, le service de la dette, les intérêts vont être supérieurs à ma rentabilité. Donc, pas très bien pour commencer.
Et d'aller trop vite, si on perd son capital, on perd du temps. Et le temps, on n'en a pas nous non plus beaucoup. Et donc, il faut garder son capital et l'utiliser au mieux. Il y a des statistiques qui sont importantes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes investisseurs passent par des banques en ligne, des brokers internationaux, etc. Et ces brokers mettent souvent en avant l'effet de levier pour attirer les clients, les investisseurs, en leur disant avec certains X, un dépôt de X, je vous prête 10 fois, 20 fois, 50 fois la mise. On a l'impression de faire de l'argent très rapidement. Et en fait, il y a des petites lignes qui sont en bas de ces brokers qui mentionnent, en fait, ces brokers sont obligés de publier le taux de perte de leurs clients, le nombre de leurs clients qui perdent de l'argent. Et 70% de leurs clients perdent de l'argent. C'est des chiffres qui sont énormes et que personne ne mentionne, en fait. Mais l'investissement retail privé, à travers ces produits financiers à effet de levier, est très dommageable. Parce que souvent, il est mixé avec le trading, des allers-retours. Et on oublie que finalement, comme je l'ai mentionné, la bourse, c'est du long terme et que l'intérêt composé, il se fait avec le temps. C'est-à-dire que les premiers investissements qu'on fait aujourd'hui, il va falloir attendre des returns sur plusieurs années. Et dès qu'on passe 10, 15, 20 ans, en fait, les 2/3 de votre patrimoine financier sera composé de bénéfices, de plus-value et moins de capital. Et plus le temps passe, plus la charge d'intérêt augmente et donc c'est positif. Et le crédit, par contre, pour l'immobilier, c'est le levier principal. Bien sûr. C'est la façon d'acquérir de l'immobilier, parce que de pouvoir décaisser un montant important du jour au lendemain, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, et donc c'est la possibilité la plus utilisée de pouvoir acquérir un bien immobilier. Mais sur un portefeuille financier, au fait, il y a deux ennemis. C'est les taux d'intérêt. Quoi qu'il arrive, il faut les payer. Et si en face, le rendement n'est pas au rendez-vous, là, c'est l'effet de massue tout de suite. Et deuxièmement, il y a les frais. Donc, acheter, vendre des actifs financiers, il y a des frais d'achat, des frais de vente, des frais de gestion, des frais de banque dépositaire, de custody, de transaction. Donc, on a deux ennemis qui jouent de toute façon tout le temps contre nous. Et nous, pour battre ces deux ennemis, il faut pouvoir cumuler de la performance. Donc, on aurait peut-être tendance à aller chercher des actifs plus performants, donc plus risqués, ce qui augmente encore le risque, démultiplie le risque. Il faut quand même faire bien attention de prendre des effets de levier sur des portefeuilles. D'autant plus qu'ici à Maurice, les taux d'intérêt sont variables et pas fixes, contrairement à certains pays où les taux peuvent être fixes. Mais ici, c'est variable. Donc, n'importe quelle variation sur les taux d'intérêt globalement qui impacteront Maurice. Et puis, la note peut être salée. Exact. Et, voilà. Donc, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Le mot de la fin, puisque... tout ce que nous avons parlé et partagé ce soir, quels seraient les conseils, allons dire peut-être 2 conseils d'investissement pour 2025? Alors attention, parce qu'on va réécouter ça fin 2025, début 2026. Et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais 2 conseils ou un conseil majeur pour bien investir en 2025. On va laisser le spécialiste, le gestionnaire répondre. Allez Alexandre. Je vais me mouiller, non mais... comme on l'a mentionné tout le long de ce podcast. Après, je vais dire, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est bien raison, tu as bien raison. Il va falloir attendre fin 2026. Non, je vais dire maintenant. Je vais m'engager moi aussi. La diversification. On l'a mentionné tout le long de ce podcast. La première règle, la diversification. Le contexte aujourd'hui est très compliqué géopolitiquement, etc. Partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, l'investisseur doit être de plus en plus diversifié, le risque d'inflation, etc. C'est la première chose. Ne pas concentrer, comme on l'a dit, tous ses yeux. Finalement, c'est la première règle. Mais finalement, c'est celle qu'il faut suivre. Non, mais là, il t'a demandé 2 investissements. Tu prends pas trop de risques, là. Non, mais et là, je me mouille. Tu n'as pas demandé de diversifier, tu as dit choisis 2. Allez, tu te mouilles. Ah, d'accord. C'est bon. 2 choix sur l'Europe. Une forte conviction qu'on a chez Stratégia, c'est les petites et moyennes entreprises européennes. Pourquoi ? Comme je le mentionne, la diversification, c'est qu'aujourd'hui, c'est un segment de marché qui évite les tarifs douaniers qu'on entend tous les jours à la une. Les petites et moyennes entreprises européennes sont exposées à l'économie locale, donc ne sont pas soumises aux taxes douanières, premier point. Beaucoup moins, en tous les cas. Beaucoup moins. De 2, l'Europe est dans une économie assez morose, mais on commence à voir une amélioration, donc c'est un segment qui va très, très bien rebondir si l'économie marque le pas, l'économie se relève. Donc là, pour nous, on est très positif là-dessus. Première conviction. Donc, c'est des actions profil plutôt risqué, déjà. Et pour un profil qui est plus balancé, plutôt fixed income également, on a une forte conviction, nous, dans les taux à haut rendement, les obligations qui ont des rendements
supérieure aux obligations bien notées, mais de maturité très courte. Pourquoi ? Parce qu'on a une visibilité à court terme sur le refinancement de ces sociétés. Donc le high yield américain est émergent de courte maturité à travers des fonds. Attention, ça demande un monitoring très important. Donc là-dessus, éviter le bond picking, sélectionner un très bon gérant sur cette catégorie-là, c'est quelque chose qui est bien. C'est une classe d'actifs qui devrait bien marcher. Et les petites et moyennes entreprises, pareil, c'est des marchés de niche. Sélectionner un très bon gérant pour s'exposer à ces deux sous-classes d'actifs, mais qui ont énormément de potentiel, selon nous, pour cette année. Ouais. Et sans être trop long, puisqu'on en est quand même à la conclusion, on m'a parlé justement d'investir dans les PME sur le marché indien. Alors, je sais que c'est très dynamique. Oui, alors les Avec ses PME risques. ou pas, je dirais que le marché indien, c'est une conviction chez nous de long terme. Oui. Alors moi, je dirais que je mettrai le marché indien quand même, parce que moi, je n'ai pas donné mes deux actifs. Je suis bien d'accord sur la partie moyenne capitalisation européenne, puisqu'il y a un effet prix aussi. Les grosses capitalisations américaines, mais même un peu européennes, ont vraiment pris l'ascenseur. Et puis, les petites, moyennes capitalisations sont restées un peu à la traîne. Donc, elles sont beaucoup moins chères. Donc, c'est une opportunité d'investir dessus. L'Inde, oui, c'est une conviction de long terme, puisque l'Inde, c'est le grand pays au monde qui a la croissance la plus forte, qui a une consommation interne qui est extrêmement dynamique. Le marché indien est assez cher aujourd'hui. Donc, évidemment, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais sur le long terme, le marché indien est une vraie conviction, chez Strategia aussi. Bien vu. Bien vu. Beaucoup d'informations vraiment pertinentes et qui, j'espère, aideront tous ceux qui nous suivent. Donc, merci encore Didier et Alexandre d'avoir été avec nous cet après-midi. Et nous nous retrouverons pour un prochain podcast qui sera certainement très intéressant aussi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et bien sûr à nous faire part de vos remarques que nous suivrons avec intérêt. À très bientôt. Merci messieurs. Merci. Merci.